Bonjour à tous, le webinar va bientôt démarrer. On va attendre encore quelques secondes que tout le monde soit présent dans la salle et on va pouvoir démarrer. Bien, 11h45, je vous propose de commencer. Donc, rebonjour à tous. Bienvenue à ce webinar organisé par le cabinet Voxius Avocat. Nous sommes ensemble pour une demi-heure de décryptage de l'actualité sociale. Alors, l'actualité sociale a été extrêmement brûlante sur ces derniers jours. Donc, on a dû revoir un petit peu le contenu de cette formation pour pouvoir coller au plus proche de l'actualité. Donc, si vous avez regardé le descriptif sur la page d'inscription, nous avions prévu notamment de parler de la loi sur le partage de la valeur en entreprise et de faire quelques rappels sur la réforme concernant l'acquisition des congés payés en période d'arrêt maladie. On a décidé de mettre ça de côté parce que ça ne correspond pas à ce qu'il y a de plus chaud en termes d'actualité et aussi parce que vous avez déjà 2 webinars dédiés sur ce sujet. Si vous allez sur notre page Webikeo, sur la chaîne Voxius Webikeo, vous avez accès à un webinar entièrement dédié, à la fois 1 sur la loi sur le partage de la valeur en entreprise et 2 sur la question de l'acquisition des congés payés en période d'arrêt maladie. Donc, on vous invite à vous y reporter. Et bien entendu, si certains se sont inscrits à ce webinar pour parler de ces sujets-là, et bien à la fin des 30 minutes de présentation de l'actualité, on sera à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Dans le chat va apparaître dans quelques instants l'adresse mail du cabinet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous adresser un mail. Et vous avez également un onglet normalement sur votre écran pour vous inscrire à la newsletter du cabinet Voxius si vous voulez être informé de nos actualités. Je vais donc démarrer ce webinar avec mon associé Steven Théallier. Bonjour à tous. Et on va commencer par une première jurisprudence intéressante concernant les télétravailleurs à l'étranger. Alors, le télétravail, on a beaucoup d'entreprises qui, depuis le Covid, sont confrontés à des problématiques de travailleurs qui, alors, soit ne veulent pas revenir en présentiel. On a beaucoup d'éléments d'actualité sur des grandes entreprises en ce moment qui veulent mettre fin au télétravail à 100%. Et puis, il y a également la problématique de certains salariés qui pourraient se trouver à l'étranger de façon spontanée ou de façon pérenne sans avoir obtenu l'accord de la part de leur employeur. Et donc, on a une décision, un jugement qui a été rendu. Alors, c'est un jugement de première instance, c'est un jugement du Conseil de prud'homme de Paris. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un jugement qui a été rendu en départage. Donc, c'est un juge départiteur, un juge professionnel qui a rendu ce jugement, où on était sur une salariée qui avait été licenciée parce qu'elle télétravaillait depuis le Canada, ce que son employeur n'avait pas autorisé. Elle s'y était rendue de façon ponctuelle, mais elle n'était pas censée y rester. Et donc, on lui a demandé de revenir en France. Elle a refusé. Elle a été licenciée. Est-ce que ce licenciement est possible? Et si oui, surtout, pourquoi? Ce qui est intéressant, c'est que le Conseil de prud'homme nous dit, dans un jugement assez bien motivé, que le licenciement est possible parce que la salariée, en télétravaillant à l'étranger sans l'accord de l'employeur, viole un certain nombre d'obligations et met en délicatesse l'entreprise vis-à-vis de certaines règles légales. Tout d'abord, le Conseil de prud'homme rappelle que pour travailler à l'étranger, il faut-il encore être en conformité avec les lois du pays au sein duquel on travaille. Et que là, elle travaillait au Canada, mais sans aucune autorisation des autorités canadiennes. Donc, elle n'était pas censée travailler. C'est éventuellement un lieu de villégiature, mais pas un lieu de travail. Qu'elle travaillait au Canada en violation des règles sur le RGPD
appliqué dans l'entreprise, puisque du coup, il y avait des données qui transitaient par le Canada et qui normalement auraient dû rester dans le giron européen, et que l'employeur lui avait demandé à plusieurs reprises de revenir en France. Elle persistait à travailler depuis l'étranger, et donc cette persistance-là justifiait le licenciement, et le licenciement pour faute grave de l'intéressé. Voilà, c'est à notre connaissance une des toutes premières décisions qui a été rendue sur ces situations de télétravail à l'étranger. Nous, on a quand même pas mal de clients qui sont confrontés à ces sujets-là. Alors, pas forcément sur du télétravail de façon régulière à l'étranger, mais sur des salariés qui sont censés être en télétravail. Et puis, on apprend de façon souvent assez anodine que, en fait, ils sont à l'étranger. Et donc là, on a une décision qui nous dit ça peut être un motif de sanction disciplinaire, voire même un motif de licenciement. Et puis surtout, quand vous regardez ce jugement, puisqu'il est quand même assez bien motivé, comme je le disais, on a des éléments qui peuvent venir nourrir la motivation d'une lettre de licenciement. Donc voilà, la première décision que l'on voulait évoquer avec vous. Deuxième décision intéressante, je laisse la parole à Steven. Oui, alors bon, série de décisions concernant toujours le télétravail, avec une autre problématique que vous allez être amené aussi à devoir gérer en tant qu'employeur, c'est la survenance d'un accident sur une journée de télétravail. Donc, comment gérer et avoir connaissance aussi des critères sur lesquels se fonde la Caisse primaire d'assurance maladie et les juridictions de la sécurité sociale pour reconnaître la qualification d'accident du travail. Étant précisé, comme vous le savez, que l'accident du travail dans le Code de la sécurité sociale, c'est celui qui intervient par le fait ou à l'occasion du travail. Lorsque le salarié démontre l'accident est survenu sur le lieu de travail pendant ses horaires de travail, il a une présomption d'imputabilité, donc il n'a pas l'obligation de démontrer un lien de causalité. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ces critères lorsque on se trouve en télétravail? 3 illustrations, je disais. La première, donc, cour d'appel de Rouen, 26 avril 2024. C'était une salariée qui avait été victime d'un malaise au retour de sa pause déjeuner et alors qu'elle se trouvait en télétravail, son fils l'avait retrouvée inanimée dans son bureau. Eh bien, dans ce cas d'espèce, les juges du fond avaient considéré qu'il n'y avait aucun élément qui permettait de démontrer que la salariée avait repris son travail au moment de son malaise. Donc voilà, il n'y avait pas d'éléments de preuve, pas de témoins, etc. Et donc, dans ce cas de figure, eh bien, elle ne pouvait pas bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail. Ce qu'il faut noter, c'est que lorsque un salarié se trouve dans les locaux de l'entreprise et donc qu'il va à la cantine pour déjeuner et qu'il y a un accident qui survient entre finalement la cantine et son bureau, en retour au bureau, et bien dans ce cas de figure, la jurisprudence considère que le salarié peut bénéficier donc de la législation des accidents du travail. Et c'est ce que disait la salariée. Il y avait donc une rupture, enfin elle avançait une rupture d'égalité entre les salariés qui se trouvent en télétravail et ceux qui ne le sont pas, mais ce n'est pas un argument qui a été retenu par les juges dans cet arrêt. Deuxième illustration, c'était une salariée qui était en télétravail, qui était décédée d'un infarctus à son domicile c'est important pour les faits, donc à 15h18, alors que ses horaires de travail le jour de l'accident étaient 8h30, 12h, 14h, 17h30. Et dans cet arrêt, les juges avait bien considéré qu'elle se retrouvait lors de son décès dans un lien de subordination à l'égard de l'employeur parce que le décès avait été constaté par le SAMU, l'horaire du décès, mais également il y avait la preuve que la salariée avait envoyé un dernier mail professionnel à 14h30. Donc il y avait la preuve qu'elle se trouvait à la fois pendant ses horaires de travail et donc qu'elle avait repris son travail après la pause déjeuner. Dernier arrêt qui concerne donc une lésion
psychique cette fois-ci. C'était un salarié qui avait été victime d'un état traumatique après un entretien téléphonique avec son supérieur hiérarchique. Elle se trouvait en télétravail. Et dans ces cas-là, les juges ont considéré aussi, ont retenu la qualification d'accident du travail. Pourquoi? Parce que eh bien, il y avait des témoins qui avaient constaté l'état de la salariée le jour même, mais aussi que la lésion avait été constatée par son médecin traitant le lendemain, donc à un temps proche du fait accidentel. Donc, ce qu'il faut retenir de ces arrêts quand même, c'est que lorsque vous avez un accident qui est déclaré par un salarié, lorsque vous êtes employeur, par un salarié qui était en télétravail, il faut, dans la mesure du possible, émettre des réserves lorsque vous remplissez votre obligation de déclarer cet accident. Et je me permets, Steven, une petite précision, enfin un petit rappel. Les déclarations d'accident du travail, c'est une obligation. C'est une obligation, oui. J'ai le cas encore hier d'un client où le salarié, au mois de mai, a demandé la déclaration d'un AT. Alors, ce n'était pas un télétravail, mais peu importe. Et quand je lui demande si ça a été déclaré, elle me dit non, parce qu'on n'était pas d'accord. L'accident du travail, si vous n'êtes pas d'accord, vous émettez des réserves, comme Steven l'indiquait, mais à partir du moment où le salarié demande une déclaration d'AT, c'est une obligation de le faire. C'est une obligation pour l'employeur de faire la déclaration auprès de la caisse et dans ces cas-là, d'émettre des réserves en télétravail parce que vous n'en savez rien en fait de ce qui s'est passé. Vous ne savez a priori pas si ça s'est passé pendant les horaires de travail et s'il y a des témoins, s'il y avait des témoins au moment des faits. Et donc ça, ce sera à la caisse de vérifier ces éléments-là. Mais si vous ne faites pas de réserve, il y a de forts risques pour que l'accident soit reconnu. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on vous préconise, c'est de systématiquement émettre des réserves. Alors, j'en ai terminé pour cette série d'arrêts. Alors, on va maintenant attaquer la clause de non-concurrence. Donc là, c'est une autre décision du 3 juillet 2024 de la Cour de cassation qui montre l'extrême formalisme de la Cour de cassation, formalisme démesuré à mon sens, concernant la levée des clauses de non-concurrence. Vous savez que dans vos contrats de travail, quand vous prévoyez des clauses de non-concurrence, vous avez également la possibilité de prévoir une levée de cette obligation de non-concurrence au moment de la rupture du contrat, si vous estimez qu'il n'est pas nécessaire d'interdire aux salariés, après la rupture du contrat, de travailler pour la concurrence et que, bien entendu, derrière, vous ne voulez pas lui verser la contrepartie financière afférente. On a déjà des jurisprudences très claires de la Cour de cassation quant aux conséquences d'une renonciation hors délai. Si dans le contrat de travail, il est indiqué que vous devez lever la clause de non-concurrence au plus tard dans un délai, par exemple, de 7 jours à compter de la notification de la rupture du contrat, si vous le faites après ce délai, cette levée de la clause de non-concurrence est privée d'effet et donc le salarié peut obtenir le paiement de la contrepartie financière. Vous avez un arrêt du 3 juillet qui vient également nous indiquer que si vous ne respectez pas le formalisme qui a été prévu dans le contrat de travail ou éventuellement qui pourrait s'imposer à vous en application de la convention collective, certaines CCN prévoient des dispositions spécifiques sur les clauses de non-concurrence, eh bien cette levée de la clause de non-concurrence est également privée d'effet. Et là, on va sur un formalisme à l'extrême parce que dans cet arrêt, le contrat de travail prévoit que la clause de non-concurrence devra être levée par courrier recommandé. Et l'employeur va lever la clause de non-concurrence dans les délais, mais par mail. Mail que le salarié ne va pas contester avoir reçu. Lui, ce qu'il conteste, c'est le fait que ce n'était pas par mail qu'il fallait l'envoyer, mais par recommandé. L'employeur, devant la Cour de cassation, dit « Mais attendez, la communication par recommandé, c'est juste un moyen de preuve que le salarié l'a bien reçu. S'il ne conteste pas avoir reçu cette levée de la clause de non-concurrence dans les délais, dans ce cas-là, je ne dois pas lui verser la contrepartie financière. » Et la Cour de cassation dit si vous avez prévu que c'était par recommandé, c'est pas par mail. Et donc, à partir du moment où vous ne respectez pas le formalisme, la levée de la clause de non-concurrence est privée d'effet. Donc, cette décision extrêmement sévère vis-à-vis de l'employeur, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conséquence? La première, vérifier toujours dans les contrats de travail s'il existe une clause de non-concurrence et de quelle manière et sous quel délai faut-il la lever.
Moi, je vous encourage même à prévoir des clauses balais dans les modèles de l'aide de licenciement sur la levée de toute éventuelle clause non-concurrence à laquelle le salarié pourrait être soumis. Il vaut mieux mettre ça, même s'il n'y a jamais eu de clause non-concurrence dans la relation contractuelle, plutôt que d'avoir un loupé, parce qu'on a oublié que dans l'avenant numéro 3 au contrat de travail qui a été signé il y a 8 ans, il y avait un avenant prévoyant, enfin, il y avait une clause de concurrence. Ça, c'est la première chose. La deuxième, quand vous rédigez vos contrats, eh ben, prévoyez, si votre convention collective ne vous restreint pas, des conditions de levée de la clause de concurrence le plus flexible possible. Il suffirait de prévoir que la levée peut se faire par tout moyen conférant date certaine, et donc ça aurait permis, par exemple ici à l'employeur, dès lors qu'on ne contestait pas la réception du mail, que la levée de la clause de concurrence soit considérée comme étant valable. Enfin, dernier point, concernant les délais, souvent c'est un délai qui court à compter, alors souvent d'ailleurs c'est toujours un délai de levée de la clause non concurrence qui court à compter de la notification de la rupture. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas attendre la fin du préavis, la sortie effective du salarié de la société pour lui annoncer que l'on lève la clause non concurrence. J'ai un exemple d'un client l'an dernier qui pensait, parce que le salarié est parti à la retraite, qui pensait déjà que le départ à la retraite rendait caduque la clause non concurrence. C'est pas du tout le cas, il y a de la jurisprudence là-dessus, et qui a attendu la sortie des effectifs pour lever la clause non concurrence. Le salarié conteste cette levée tardive, et donc on est aujourd'hui en contentieux avec ce collaborateur. Donc ça peut coûter très cher de ne pas lever la clause non concurrence dans les délais ou ne pas la lever selon le bon formalisme. Donc faites extrêmement attention à cela. Autre décision, cette fois-ci je vais rendre la parole à Steven concernant l'inaptitude. Oui, alors donc autre décision sur l'inaptitude d'origine professionnelle. Dans cet arrêt donc assez récent du 18 septembre dernier, un salarié donc avait été victime d'un accident du travail qui avait été reconnu par la CPM comme donc un AT et il avait été en arrêt de travail puis donc déclaré inapte et licencié pour ce motif parce qu'on ne pouvait pas le replacer. L'employeur, dans ce cas de figure, avait refusé d'appliquer le régime de l'inaptitude d'origine professionnelle parce que le salarié, selon l'employeur, ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre l'accident du travail, donc reconnu par la CPM, et l'inaptitude qui avait conduit à la rupture du contrat de travail. Donc, comme vous le savez, normalement, en cas de régime d'inaptitude professionnelle, l'employeur doit verser l'indemnité spéciale de licenciement prévue par le Code du travail qui est égale au double de l'indemnité légale, au double du montant de l'indemnité légale et l'indemnité compensatrice de préavis. Donc, il y avait quand même un enjeu financier important sur cette question. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsque le juge est saisi d'un contentieux relatif à l'origine professionnelle de l'inaptitude, il doit vérifier 3 conditions cumulatives. La première, c'est déjà l'existence ou non d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. La seconde, c'est s'il y a un lien de causalité entre même partiel entre l'accident du travail, la maladie professionnelle et l'inaptitude. Et puis la troisième condition, c'est si l'employeur avait connaissance donc de l'origine professionnelle ou de l'accident du travail au moment du licenciement. Et en l'occurrence, ce qu'ont décidé les juges du fond? Ils ont estimé que le salarié ne rapportait pas la preuve de la première condition, c'est-à-dire de l'accident du travail. Donc, ils se sont prononcés sur le fait qu'il n'apportait pas la preuve d'une lésion brutale et soudaine et que, faute de témoins directs et de constatations matérielles, il y avait un doute sur la réalité d'accident du travail. Alors même qu'il y avait une décision de la CPM dans ce cas de figure qui reconnaissait l'accident. Donc, qu'est-ce que vient dire la Cour de cassation? Elle dit non. Dans ces cas-là, le juge du fond, il ne peut pas se prononcer sur la première condition cumulative. Lorsqu'il y a une décision de la CPM qui reconnaît un accident du travail ou une maladie professionnelle, le juge prud'homal, il est tenu
par cette décision. Donc, il ne peut pas se prononcer sur la première condition. Il ne peut plus que vérifier l'existence du lien de causalité et la connaissance au moment du licenciement de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. A contrario, si il n'y a pas de décision de la CPAM qui a été rendue ou que la décision de la CPAM a été remise en cause, eh bien, le juge prud'homal, pour vérifier donc, si l'origine professionnelle ou non professionnelle d'une attitude, doit se prononcer sur les 3 conditions cumulatives et notamment sur l'existence ou non d'un accident du travail. Voilà ce qu'il faut retenir pour cette décision. Je poursuis avec un tout autre sujet qui concerne la rédaction d'une lettre de licenciement pour motif disciplinaire. Là encore, donc arrêt du 11 septembre 2024, très récent. Dans ce cas-là, le salarié avait été licencié pour faute grave pour des faits de vol. Alors, les faits de vol, c'était, il se faisait remettre des chèques à son nom par un client de la société, de son employeur. Alors, des chèques, bien sûr, des sommes qui devaient revenir à la société. Normalement, il les encaissait sur son propre compte. Bon, les juges du fond avaient considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse parce que dans la lettre de licenciement, l'employeur n'avait pas précisé la date à laquelle il avait eu connaissance des faits fautifs, donc de l'existence du vol. Et donc, pour cette raison, les juges du fond avaient considéré qu'on ne pouvait pas apprécier le délai de prescription de faits fautifs de 2 mois. Comme vous le savez, le Code du travail prévoit que lorsque vous avez connaissance de faits fautifs, vous ne pouvez plus engager de poursuite disciplinaire à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de 2 mois. La question qui se posait à la Cour de cassation, c'est est-ce que le fait que la lettre de licenciement ne prévoit plus, ne précise pas cette date de connaissance des faits, eh bien, rendait le licenciement ou non sans cause réelle et sérieuse. La réponse de la Cour de cassation, la lettre de licenciement, et d'ailleurs c'est prévu dans le Code du travail, doit préciser les motifs. La jurisprudence a précisé que ces motifs doivent être précis et matériellement vérifiables. En revanche, il n'y a aucune obligation de dater les faits. L'employeur pourra par la suite, dans le cadre du débat au fond, devant les juges, rapporter tout élément de fait pour démontrer cette date de connaissance des faits et donc d'apprécier ensuite si le délai de prescription avait été respecté ou non. Donc, en l'occurrence, il y a pas cassation, elle retient les motifs de la Cour d'appel. Ce qu'il faut retenir de cette décision, c'est que oui, si vous avez un litige en cours que vous n'avez pas mentionné la date des faits fautifs ou la date de connaissance des faits, ce n'est pas perdu. Vous pourrez produire des éléments qui indiquent, pour démontrer ces faits-là. Après, bien sûr, ce qu'on peut vous préconiser, c'est quand même d'être le plus précis possible dans la lettre de licenciement, parce que ça fait toujours mauvais genre d'avoir, surtout en matière disciplinaire, des faits vagues devant les magistrats. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle précis, c'est qu'une lettre de licenciement où il y aurait simplement écrit que le salarié est licencié pour faute grave ou pour faute professionnelle, bien sûr que c'est pas suffisamment précis. Et aussi, dans les modèles de lettres de licenciement prévus dans le Code du travail, il y a, alors c'est peut-être malheureux, mais il y a l'indication sur lesquelles l'employeur doit préciser la date des faits. D'où peut-être l'argument qui avait été tiré devant la Cour d'appel dans cette affaire. Nouvelle jurisprudence concernant la recevabilité donc des preuves obtenues de manière illicite ou déloyale. Donc nouvelle illustration dans le prolongement de la jurisprudence que vous connaissez tous. Cette fois-ci concernant les clés USB personnelles des salariés. Donc
dans ce cas-là, la salariée avait été licenciée pour faute grave. Pourquoi? Parce qu'elle s'était connectée sur l'ordinateur de la dirigeante de la société, sur l'ordinateur aussi d'une collègue, et elle avait récupéré plein de données sensibles, notamment des procédés de fabrication, etc., qu'elle voulait prendre avec elle. Et elle avait stocké toutes ces données sur une clé USB qui lui appartenait. Elle l'avait laissée à proximité de son bureau. Et donc elle avait été licenciée pour faute grave, et pour justifier du licenciement devant les juges du fond, l'employeur avait versé au débat les fichiers extraits de cette clé USB personnelle de la salariée. Et donc la Cour de cassation, elle a rappelé un peu toute la jurisprudence, toute sa construction jurisprudentielle dans ce cas-là. Concernant les clés USB, elle vient dire que si la clé USB personnelle n'est pas connectée au matériel professionnel, donc à l'ordinateur professionnel, le fait pour l'employeur d'accéder aux données d'une clé non connectée, eh bien, c'est une violation de la vie privée. Et donc, tous les éléments, l'exploitation des données de cette clé sont considérés comme des preuves illicites. Maintenant, c'est le deuxième temps du raisonnement. Un moyen illicite de preuve déloyale n'est pas forcément écarté des débats. C'est un peu le tempérament de cette construction jurisprudentielle. Le juge, il doit mettre en balance les intérêts contradictoires. D'une part, le droit à la preuve, les droits de la défense, et d'autre part, l'atteinte à la vie privée. Et pour finalement apprécier si le droit à la preuve l'emporte sur l'atteinte à la vie privée, quelque part, il doit s'assurer que la production de l'élément de preuve est stricte, illicite et obtenue de manière illicite est strictement nécessaire donc à l'exercice des droits de la défense, et aussi que l'atteinte doit être proportionnée au but poursuivi. Qu'est-ce qu'elle avait estimé dans ce cas d'espèce? Elle avait relevé que il y avait des raisons d'effectuer des contrôles sur la clé USB de cette salariée. Pourquoi? Parce qu'elle avait été observée, donc à travailler sur le poste informatique de sa collègue absente, et puis aussi qu'elle avait imprimé plein de documents qu'elle avait rangés dans un sac plastique au pied de son bureau. Donc il y avait des comportements suspicieux. Et ensuite, sur le traitement de la clé USB, l'employeur avait mandaté un expert pour extraire les données, avait mandaté le même jour un huissier de justice pour constater que les fichiers personnels de la salariée qui étaient présents sur cette clé USB avaient été supprimés et non ouverts, et que c'était uniquement les fichiers à caractère professionnel qui avaient été transférés et produits après devant les juges. Donc, il n'y avait pas eu d'atteinte disproportionnée de ce fait, et donc le listing des fichiers était recevable et pouvait justifier le licenciement. Elle avait aussi considéré, le juge avait considéré qu'il n'y avait pas d'autre moyen de preuve que d'extraire ces données de la clé USB pour justifier le licenciement. Ce qui est intéressant, c'est que là, on vient de faire un petit sondage pour savoir si, selon vous, un salarié peut produire un enregistrement clandestin de son employeur devant les prud'hommes, et c'est très partagé, puisque 29% ont répondu non, heureusement, 29% également oui, malheureusement, et 43% ça dépend. Et donc, effectivement, c'est le ça dépend qui l'emporte. Ça peut paraître très technique, puisque en fait, pendant longtemps, c'était très clair, tous les modes de preuve obtenus de façon illicite ou déloyale étaient irrecevables. Depuis 1 an et demi, la Cour de cassation est venue dire ça peut être recevable si c'est indispensable au droit de la preuve, c'est-à-dire concrètement si le salarié ne peut pas, ou l'employeur également, ne peut pas faire autrement que produire un mode de preuve illicite, et que c'est proportionné au but recherché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'atteinte disproportionnée par rapport aux droits des salariés. Et donc, vous avez depuis quelques mois des décisions qui vont aller dans le sens de l'acceptation de ce mode de preuve illicite, et d'autres dans le sens du rejet.
des vidéosurveillances où l'employeur veut produire des enregistrements de vidéosurveillance pour prouver un licenciement, sauf qu'il n'a pas consulté le CSE, il n'a pas respecté le process habituel, eh bien, on va considérer parfois qu'il peut quand même les produire parce que c'est le seul moyen de prouver un vol, une altercation avec un salarié. Et puis, sur d'autres faits, on va considérer que ce n'est pas possible. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que d'un point de vue ressources humaines, il faut faire extrêmement attention à tout enregistrement. Et moi, vous êtes enregistré. Vous êtes enregistré. À chaque entretien. On a enregistré. Moi, on en échangeait hier avec Steven et un client où un conseil bateau, le client nous disait, moi, à chaque fois, quand j'ai un entretien, je demande au salarié de laisser son téléphone à la porte. Sauf que aujourd'hui, on a des dictaphones qui sont fusionnés dans des bijoux, dans des colliers, sur des lunettes. Enfin, c'est miniaturisé, donc il n'y a pas que le téléphone pour enregistrer. On peut être enregistré à tout moment et ça peut être produit. On a un prud'homme en ce moment où on a des comptes rendus retranscrits par l'huissier de justice d'échanges téléphoniques entre l'employeur et la femme de son salarié, puisqu'il discutait, il négociait la rupture du contrat avec la femme de son salarié, qui l'avait enregistré. Et on a 90 pages, 98 pages, si ma mémoire est bonne, d'échanges. Et dans ces échanges, il y a des choses totalement anodines et puis d'autres qu'un employeur n'aurait pas dû dire, pour reprendre une formule consacrée. Donc voilà, faites extrêmement attention. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, ce n'est pas parce que aujourd'hui la jurisprudence peut autoriser, dans certains cas, la production de modes de preuve illicites ou déloyales, que ça veut dire qu'il ne faut pas se battre contre ça, parce que, comme Steven vous l'a indiqué, faut-il encore que ça soit indispensable au droit de la preuve et proportionné au but poursuivi. Donc, quand vous vous retrouvez au prud'homme avec des enregistrements sonores, par exemple, il y a quand même encore de la place pour argumenter et en demander l'irrecevabilité. Alors après, c'est dans les deux sens, cette évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation, c'est-à-dire que oui, le salarié peut démontrer, peut prouver de façon illicite et voilà, enregistrer, etc. Mais là, pour le coup, ça a permis à l'employeur, dans l'arrêt qu'on a commenté, de justifier le licenciement, sinon il aurait été en difficulté. Exactement. Alors, il nous reste quelques petites minutes. On va parler de deux dernières jurisprudences qui sont tombées cette semaine et qui font déjà beaucoup parler d'elles. Deux décisions du 25 septembre 2024. Une première concernant justement le secret des correspondances, où on a un salarié qui avait été licencié en raison de propos qu'il avait tenus avec des collègues de travail sur la boîte de messagerie professionnelle de l'entreprise, mais dans le cadre de conversations privées. Donc, on était sur des mails estampillés personnels et l'employeur a eu connaissance de ces échanges-là et a licencié pour faute grave le salarié. Et là, on a un rappel de la Cour de cassation qui est de dire qu'en matière de secret des correspondances, il y a un principe, on va dire absolu, si on veut schématiser, qui est que l'employeur ne peut pas prendre connaissance de messages du salarié qui ont été identifiés comme personnels, même si ce sont des messages échangés via la boîte de messagerie professionnelle de l'entreprise. Donc là, il y a un cadre qui est très clair. Vous ne pouvez pas licencier le salarié sur ce fondement-là. C'est ce que la Cour de cassation est venue rappeler. Dernière décision, qui là est beaucoup plus subtil et beaucoup plus difficile à comprendre, c'est un agent de la RATP qui était machiniste et qui va être licencié pour faute suite à un contrôle d'identité qui est effectué en dehors du temps de travail. Il est avec son véhicule, il est arrêté par la police et la police découvre des produits stupéfiants, du cannabis, dans son véhicule. La police, dans le cadre, j'imagine, du garde à vue, demande à ce salarié quel est son emploi. Il dit qu'il travaille pour la RATP et les agents de police vont considérer qu'il était opportun de prévenir la RATP de ce qui s'était passé. Bon. Et donc, la RATP va être informée qu'elle a un de ses salariés qui a été contrôlé en possession de stupéfiants et va décider de le révoquer pour faute grave. Et dans la lettre de révocation, donc un licenciement, on indique que c'est un manquement
aux obligations contractuelles du salarié et que ça peut avoir des répercussions importantes sur l'entreprise par rapport à l'image de la RATP, mais également son obligation de sécurité vis-à-vis des salariés et vis-à-vis des voyageurs de la RATP. Et donc cet agent RATP va contester son licenciement. Et en fait, il va y avoir deux sujets. Le premier, est-ce que ce licenciement est fondé? Et le deuxième, si ce licenciement n'est pas fondé, est-ce que le salarié peut en obtenir la nullité? Vous savez que la différence entre nullité et licenciement infondé, c'est que si le licenciement est nul, dans ce cas-là, le salarié peut demander sa réintégration dans l'entreprise, ce n'est pas uniquement des dommages et intérêts, et que s'il ne veut pas sa réintégration, les barèmes Macron ne s'appliquent pas. Et donc, on n'est pas encadré par le plafond des barèmes d'indemnisation. Donc, la première question, est-ce que ce licenciement est fondé? La Cour de cassation rappelle que, s'agissant d'un fait qui est issu de la vie personnelle du salarié, on ne peut licencier que dans deux cas. Premier cas, ce fait se rattache à un manquement du salarié à ses obligations contractuelles. Ou deuxième cas, ce fait a causé un trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise. Concernant le manquement aux obligations contractuelles, la RATP dit regardez le contrat de travail, il est indiqué que le salarié ne doit pas consommer de produits stupéfiants avant et pendant son service. Et la Cour de cassation dit oui, mais là, il n'était ni avant son service, ni pendant son service, il était après, donc ça ne se rattache pas à un manquement aux obligations contractuelles. Et il n'y a pas de trouble objectif au fonctionnement de la RATP, parce que ce n'est pas une affaire qui avait donné lieu au moment du licenciement à une médiatisation, et que si le salarié a dit qu'il travaillait pour la RATP, ce n'était pas pour faire de la mauvaise publicité à son employeur, c'est tout simplement que dans le cadre de son audition, on lui a posé la question, et donc il a répondu. Bon. Donc la Cour de cassation nous dit, c'est un fait qui ne se rattache pas suffisamment à la vie professionnelle du salarié, et donc vous, RATP, vous ne pouviez pas licencier votre salarié parce qu'il avait été appréhendé avec des produits stupéfiants en dehors de son activité professionnelle. On note d'ailleurs dans l'arrêt qu'au final, il était en possession de cannabis, mais que les tests se sont avérés négatifs, donc a priori, il n'en avait pas consommé. Bon. Maintenant, deuxième question, est-ce que ce licenciement est nul? Et là, on va avoir un argumentaire assez subtil, assez fin de la RATP qui va séduire la Cour de cassation, puisque l'agent de la RATP disait, écoutez, c'est très simple, ce licenciement est nul parce qu'il se rattache à ma liberté fondamentale, qui est mon droit à l'intimité de la vie privée. Ce qui a été reconnu dans l'autre décision qu'on a évoquée il y a un instant sur le secret des correspondances. Prendre connaissance de correspondances privées, c'est atteindre à l'intimité de la vie privée du salarié. Donc, c'était cet argument-là que l'agent de la RATP avançait. Et là, l'employeur dit, attendez, c'est un fait de la vie personnelle du salarié, c'est exact. Mais tous les droits et libertés d'un salarié ne sont pas des libertés fondamentales. Or, il n'y a que si je viole une liberté fondamentale d'un de mes salariés, comme le droit au secret des correspondances, que le licenciement peut être nul. Ici, j'ai peut-être pris pour prétexte un fait de la vie personnelle du salarié, mais ce n'était pas une atteinte au droit à l'intimité de sa vie privée. Et la Cour de cassation donne gain de cause à l'employeur et dit « Ok, ça ne portait pas atteinte à l'intimité de la vie privée du salarié. Donc, ça veut dire que je retiens le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais je ne retiens pas la nullité du licenciement. » Ce qui va donc avoir des effets indemnitaires importants pour la RATP et son agent irrégulièrement révoqué. Donc, ce qu'on doit retenir, à mon sens, de ces deux dernières décisions, c'est que quand vous voulez licencier un salarié pour des faits qui se rattachent à sa vie personnelle, par rapport à des correspondances privées, par rapport à des faits de la vie personnelle, faites-vous accompagner, faites très attention, parce qu'on a une jurisprudence qui est très subtile, que la frontière entre le simple licenciement sans cause réelle et sérieuse et la nullité du licenciement est ténue et que les conséquences peuvent être extrêmement importantes. Pour terminer, je vous donne un exemple. On a un client qui a licencié pour insuffisance professionnelle un salarié et dans la lettre de licenciement qui fait plusieurs pages, qui énonçait toutes les carences, on a reproché au salarié non pas d'avoir saisi le conseil de prud'homme,
mais d'avoir menacé l'employeur de saisir le conseil de prud'homme. Et en fait, le salarié disait, ben voilà, si vous n'acceptez pas ma rupture conventionnelle que je vous demande, je vais saisir le conseil de prud'homme. Eh bien, la Cour d'appel de Paris, il y a quelques semaines, a prononcé la nullité de ce licenciement en considérant que le simple fait, dans la lettre de licenciement, d'avoir fait référence à la volonté du salarié de saisir le conseil de prud'homme, eh bien, encourait la nullité. Alors, c'est une décision de la Cour d'appel qui, à mon sens, est contestable parce que quand on lit la lettre de licenciement, on voit bien que ce que l'on lui reprochait, c'était pas de vouloir saisir le conseil de prud'homme, c'était d'utiliser ça comme un chantage à la rupture conventionnelle. Mais la décision de la Cour d'appel, elle est tombée de façon bête et méchante de dire bah, vous l'avez mis dans la lettre de licenciement, c'est un licenciement nul. Et donc avec des conséquences indemnitaires d'ailleurs très importantes. Donc faites très très attention sur la gestion de ces ruptures du contrat qui sont un petit peu sensibles. Voilà ce que l'on voulait évoquer avec vous sur l'actualité sociale. J'espère que ce webinaire a été intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On a encore quelques minutes pour y répondre. On vous invite donc de nouveau, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre newsletter Vox News. Sachez que l'on organise un webinaire par mois. Le prochain webinaire est déjà prévu au mois d'octobre. C'est sur l'intérêt de négocier une rupture du contrat, de l'intérêt de la transaction, de la conciliation. Et puis, vous avez sur notre chaîne Webikeo donc le replay de tous nos précédents webinaires. A priori, on n'a pas de questions. Du coup, c'est clair. Si vous voulez plus de formation, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@voxius-du6avocat au pluriel.com et nous vous le communiquerons avec plaisir. Bon, je pense qu'on s'est tout dit. Hein. On s'est tout dit. Eh bien, très bonne journée. Bonne fin de journée et un excellent week-end par avance. Merci d'avoir été présent à ce webinaire.